أهلا وسهلا فيكم. بدنا نعلم أي لغة بدنا نبلش. يمكن نحكي فرنساوي أكثر من العربي، بس خليني لكم بالعربي وباللبناني. أهلا وسهلا فيكم. أنتم ببيتكم الصغير يلي كنا بنتمنى نوسع له شوي حيطانه، بس سبق. Vous êtes les bienvenus. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas une journée ou une rencontre comme les autres. D'abord, l'élément féminin est dominant. Je n'ai qu'à m'en réjouir. Ensuite, je dois vous dire une chose. Je suis très heureux d'accueillir des personnes qui viennent ici pour la première fois. Je vais citer quelques noms. Si je me trompe dans la prononciation, notamment de madame, du nom de madame, vous me pardonnerez. Je vais vous dire de qui il s'agit. Il s'agit d'abord de madame Naïla Kattari, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir participer et de contrôler de très près si nous faisons double emploi avec ce qu'elle fait. Je ne le pense pas. Ensuite, madame Ramadan Abala, ici présente. Ensuite, madame Akkari, Nada Akkari. Ensuite, madame Chérine Aswad. Évidemment, madame Nathalie Orlian Hretchak. Vous aurez compris. Ensuite, évidemment, laissez-moi vous dire une chose aussi, c'est que je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois madame Bazzi, madame Dana Bazzi, et surtout aussi de vous dire que ce n'est pas une rencontre banale, parce que vous êtes toutes et tous ici, l'un plus éminent que l'autre, l'une plus éminente que l'autre, et surtout parce que vous avez accepté de venir envers et malgré tout ce qui se passe au Liban et au Moyen-Orient. Vous avez voulu marquer cet événement par votre présence, vous avez voulu venir. Il n'y a pratiquement pas eu une seule défection. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux, mais nous sommes extrêmement attentifs à la fois à votre gentillesse, à votre savoir, à votre culture, à votre finesse, à votre féminité et à votre goût pour l'art, pour la culture. À propos de culture, je dois vous avouer qu'avec Madame Nada Randour, nous avons eu beaucoup de difficultés à donner un titre à cette rencontre. Madame Randour et Madame Johanna Beya va la présenter. Madame Randour est curatrice du pavillon libanais à la Biennale de Venise. Bien entendu, elle va nous parler d'un certain nombre d'artistes libanais. Mais par-delà les artistes libanais, je crois qu'elle va nous parler de culture. Cette culture qui nous transcende, qui nous unit, qui est un gage de liberté, qui est le témoignage de notre liberté. Sans culture, il n'y a pas de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas de culture. Au Liban, nous avons la chance, malgré tout ce qui nous arrive, de rester optimistes, madame, malgré tout, parce qu'en définitive, finalement, le Liban est inscrit en lettres éternelles dans la culture et les civilisations.
nous avons toujours vécu dangereusement. Nous continuerons à le faire et c'est notre destin contre lequel Sisyphe n'a pas pu faire autrement que faire remonter le rocher vers le sommet des difficultés avant que le rocher redescende et que Sisyphe recommence à chaque fois. Nous allons toujours recommencer. Nous serons toujours ici. Nous serons toujours des témoins de la liberté et de la culture. Et c'est en ce sens que Madame Nada Randour a eu l'imprudence de parler devant moi d'Alexandre le Grand, d'Alexandre et de ses conquêtes, mais surtout d'Alexandre qui fut conquis par la culture de Tyr, par la culture des cités phéniciennes, par la culture d'un Liban qui restera à jamais un Liban de culture. Merci Nada Randour, vous êtes la bienvenue. Nous vous attendons impatiemment à Lausanne-la-Vic. Cher professeur, on vous remercie pour ce bol d'oxygène. Et juste entre guillemets, il faut imaginer que Sisyphe était heureux. Donc, on espère qu'on pourra remonter et ne plus faire descendre ce rocher. Je vais introduire Nada. Nada Randour est historienne de l'art. Elle est curatrice et gestionnaire de projets culturels internationaux. Elle est présidente de la Lebanese Visual Art Association et commissaire et curatrice du pavillon du Liban à la Biennale de Venise. Exposition qu'elle a organisée et curatée en 2022, Le monde à l'image de l'homme de Daniel Arbid et Ayman Baalbaki. En 2024, Danser avec son mythe de Mounira Salah. Et elle va nous parler tout à l'heure de sa nouvelle édition 2026 avec Nabil Nahas. Spécialiste des politiques culturelles, de la conservation du patrimoine et de la gestion de collections, elle a travaillé au sein de grandes institutions internationales, notamment la Fondation Louis Vuitton, le Musée national de Picasso à Paris, ainsi qu'au ministère de la Culture en France. Son parcours l'a amené à coordonner des projets d'exposition majeurs, à superviser des prêts internationaux et à développer des collaborations entre musées et institutions culturelles. Diplômée de l'école du Louvre, de la Sorbonne et de Sciences Po Paris, elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art, d'un master en muséologie, d'un master en histoire de l'art de la Sorbonne spécialité peinture, d'un master en conservation préventive et master en digital humanities. Elle a aussi effectué des études à l'Université de New York, d'où elle détient un certificat dans la gestion des projets culturels et un certificat sur le fundraising, ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Elle détient aussi de l'INA, qui est le pendant de l'ENA, pour la culture bien sûr, un diplôme sur la gestion des collections dans les musées. À travers son travail de curatrice et de commissaire, donc elle accumule les deux, Nada Randour œuvre pour le rayonnement du Liban sur la scène internationale à travers l'art et la culture, tout en développant des projets culturels indépendants fondés sur la coopération institutionnelle et le mécénat. Donc je vais laisser la parole à Nada en lui posant deux petites questions comme introduction au début. Qu'est-ce qui t'a amené au pavillon libanais de la Biennale de Venise? Ça c'est un. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses? Parce qu'on pense que c'est juste une curation qu'on va faire. Et ma deuxième question serait le choix des artistes. Pour ne pas vous interrompre, donc avant que peut-être, je ne sais pas. Merci. Merci. Je voudrais tout d'abord saluer tout le monde, vous souhaiter la bienvenue et merci d'être là présent. Je voudrais aussi remercier Maître Najar de m'avoir invité dans l'enceinte de cette belle institution. Et merci Joumana pour ta présentation. Donc aujourd'hui, on va parler du Liban et de sa culture et de son rayonnement. L'idée au départ, j'habite la France au fait, ça fait plusieurs années, vous avez certainement dû le comprendre que j'ai étudié là-bas et j'ai travaillé là-bas et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a besoin de notre aide.
c'est surtout en 2010. En plus haut? Oui. En 2020, il y avait vraiment la révolution à Beyrouth, au Liban, mais aussi la crise économique, l'effondrement du système bancaire, les gens ont perdu leur argent, donc il y avait et surtout aussi l'explosion du port de Beyrouth. Et donc il y avait une urgence, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut aider notre pays. Et si chacun de nous, dans son domaine d'expertise, apporte quelque chose et qu'on travaille main dans la main, on est capable de faire quelque chose pour ce pays. Et bien sûr, comme en tant que spécialiste de la culture, j'ai pensé à la culture. Et pourquoi j'ai pensé à Venise? Pourquoi la Biennale de Venise? Pour deux raisons. D'abord, parce que je suis installée en France, je connais le mécanisme, je sais comment ça se passe et j'ai un réseau en Europe. Donc je me suis dit, voilà, je peux un peu m'appuyer sur mon réseau. Et surtout parce qu'il fallait aussi garder une certaine visibilité de notre pays. Il fallait que notre pays soit intégré dans le dialogue international sur cette scène internationale. C'est pour ça que j'ai pensé à Venise et donc à la Biennale de Venise. Et la troisième raison, c'était aussi de tendre la main vers les artistes du Liban. Parce que les artistes, finalement, si on ne leur donne pas les moyens de produire et de travailler, ils vont être obligés de faire autre chose et de laisser ce métier parce que derrière eux, ils ont des familles. Donc il faut quand même qu'ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Donc il fallait leur donner une plateforme et une certaine visibilité. Et c'est ce qu'on fait à la Biennale de Venise. Donc voilà en fait pourquoi j'ai décidé de faire cette biennale. Et puis je suis venue voir le ministère de la Culture. Et après, j'ai commencé à constituer une équipe parmi mes connaissances, parmi les gens que je connais, parce que j'avais vraiment besoin d'aide et surtout, au fait, des gens qui sont compétents. Donc, le projet est parti de là. Et là, je vais vous expliquer un peu, en fait, quel est mon rôle dans ce pavillon libanais et à la Biennale de Venise. Nous savons que le pavillon, c'est un pavillon national. On représente le Liban, on représente l'État libanais. Et il est placé sous l'égide du ministère de la Culture. Je suis commissaire, j'ai 3 casquettes. Je suis commissaire, je représente le ministère de la Culture auprès des institutions de la Biennale. Donc j'ai la responsabilité de tout le travail administratif, je fais tout le relais avec la Biennale et surtout, bien sûr, toute la documentation, l'allocation de l'endroit, etc. Je suis aussi la curatrice, donc en tant qu'historienne de l'art, j'ai un rôle scientifique et artistique, je définis et c'est moi qui rédige le concept curatorial. Certainement, on a un projet artistique, mais la Biennale nous demande un concept curatorial et c'est ce qu'elle publie dans son catalogue, donc c'est moi qui mets en place le concept curatorial. Et puis, à la fin, je suis présidente de la Lebanese Visual Art Association. C'est une association à but non lucratif, loi 1901. Sa mission, bien sûr, c'est de lever les fonds, de gérer l'ensemble du projet et de garantir la réalisation du projet. Pourquoi j'ai créé cette association, en fait? Quand j'ai eu le document du ministère de la Culture, il fallait une structure. J'ai eu formation, j'ai été formée à l'Institut national du patrimoine. C'est l'institut qui forme tous les conservateurs du patrimoine en France. Ce sont des fonctionnaires qui sont menés à gérer des grandes institutions, notamment le Louvre, etc. Donc, il fallait une structure juridique nette et claire. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, à cette époque, j'ai créé cette association en France. Lever des fonds, c'est une histoire de confiance et de transparence. Et il fallait une association où on peut voir de façon claire où va l'argent et comment on dépense cet argent. Et le fait qu'on soit aussi en Europe et avec la crise bancaire ici au Liban, toutes les questions et toutes les raisons étaient réunies pour que je crée cette association en France. Donc, on travaille, on fonctionne avec cette association, c'est l'organisateur de l'événement de la Biennale, du pavillon libanais à la Biennale de Venise. Très important, cette association est basée
sur une équipe de bénévoles. On est tous et toutes des bénévoles. L'équipe est constituée d'une équipe exécutive, il y a les opérationnels, donc il y a une équipe qui vraiment font partie du team du pavillon et il y a aussi des conseillers. En tout, environ, nous sommes 12 personnes. Je voudrais juste remercier et citer les noms des personnes qui font partie de cette équipe de pavillon. Nada Akari pour l'édition. Il y a derrière Shirin Aswad qui est le PA et notre conseillère Dania Bazi qui s'occupe de notre image. Donc voilà, à peu près, il y a 12 personnes. Comité de sélection. Donc c'est moi qui mets en place ce comité de sélection et on va pouvoir en parler un peu plus longuement de ce comité qui sélectionne les artistes. Comment ça se passe? En fait, la Biennale de Venise n'est pas pour les jeunes artistes, c'est pour les artistes déjà établis. Donc, à chaque Biennale, je vais voir les galeristes, je consulte, je leur demande de me proposer de noms. En même temps, je fais ma propre recherche. Après tout ça, je regroupe et je contacte ces personnes et je leur dis, voilà, si vous avez envie de poser votre candidature pour le pavillon libanais, voilà le protocole, voilà ce qu'il faut faire. Ils nous envoient leur projet, le comité se réunit et après on vote. Et c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a un comité scientifique. Vous savez, je viens du secteur public français. Chez nous, il n'y a pas de décision individuelle, mais ce sont des décisions collectives. Et par conséquent, je mets en place aussi un comité scientifique qui est constitué d'experts, des conservateurs, au fait, surtout des historiens de l'art aussi, qui vont regarder, c'est une plateforme d'échange avec les artistes sur leur projet, sur le projet artistique, mais aussi avec les architectes sur le projet scénographique et qu'ils ont quand même un regard un peu critique, c'est surtout pour faire avancer le projet. Il y a l'artiste aussi, parce qu'on travaille main dans la main, avec l'artiste également. On travaille pour le Liban, tous ensemble. Et il y a les architectes scénographes qui nous offrent leur travail et que je remercie infiniment. En 2022, on a eu Aline Asmadaman qui a effectué un magnifique travail. L'année dernière, c'était de même avec Karim Bagdaj. Et cette année, on a la chance d'avoir 2 architectes qui sont vraiment géniaux, qui est Nicolas Fayad et Charles Katem. C'est le neveu de Naïla. Absolument, je sais. C'est comme ça que j'ai eu ce contact la première fois. Ouais. Il y a le comité des Goodwill Ambassadors, c'est un comité qui opère, qui travaille pour le rayonnement du pavillon du Liban. Et je remercie Joumana qui est là avec nous et qui en fait partie. Merci. Et donc en tout et pour tout, nous sommes à peu près 30 à 40 personnes au total de bénévoles qui travaillent pour ce pavillon. Et c'est un groupe de personnes qui est à l'image du Liban qu'on aime. Multiculturel et multiconfessionnel. Donc le pavillon du Liban, combien de temps il en faut pour préparer? 2 ans de préparation. Oui, ils font 2 ans. Ce pavillon de 2026, j'ai commencé à le préparer en octobre 2024 avant qu'on ferme le pavillon de 2024. C'est beaucoup de préparation. Quelques tâches, peut-être, pour que vous ayez une idée pourquoi autant. Donc, il y a la levée des fonds, et ça, c'est difficile. Ça, c'est très, 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 très difficile. Vraiment, c'est très difficile. C'est une tâche, pas évidente. Et donc, bien sûr, on a vu que sans l'équipe opérationnelle et tous ces gens qui travaillent, on ne peut pas avoir de pavillon, mais de même. Sans ces donateurs, il n'y a pas de pavillon. Et à ce titre, je souhaite remercier Saleh Barakat, qui est aussi dans ce projet depuis le départ, dans le projet de 2026, de Naïla Katane. Je souhaite aussi, donc après il y a le projet artistique. On commence à mettre en place un projet artistique. On travaille beaucoup le projet artistique. Pourquoi ? Parce que c'est là où on se demande où on va nous emmener ce projet artistique. Quel est l'intérêt pour le Liban? Mais quel est l'intérêt pour la communauté internationale? Il faut que ça soit ancré
dans notre pays, on part de notre pays vers l'universel et vers l'international. Il faut qu'on arrive à parler au monde entier et que le monde entier sache que aussi nous, on avait ce même langage. Donc c'est une discussion entre tous les pays sur une plateforme internationale et la meilleure, en fait, la plus prestigieuse, je dirais, parce que depuis sa création, la Biennale de Venise a été créée en 1895. Oui, et je peux te dire, avant que nous, on commence à présenter le pavillon libanais dans la Biennale d'art de Venise, pendant toutes ces années, il a été présenté à 3 reprises. Et depuis que nous, on opère aussi pour le pavillon libanais, c'est la 3e fois successive que le Liban est présent sur la scène internationale à la Biennale d'art de Venise. Le montage juridique. Il faut un montage juridique, on travaille entre 3 pays. Et à ce titre, bien sûr, je remercie Matchad Bel Abou Sharaf, qui travaille avec nous depuis 6 ans maintenant, et aussi Matchad Araïji, qui travaille avec nous. Donc, voilà, on a aussi des juristes. La conception à chaque projet, je cherche aussi des architectes, scénographes pour mettre en place ce projet. C'est très important. C'est comme un écran qui vient mettre en valeur le projet artistique. Ensuite, donc, ils présentent aussi leur projet, on étudie leur projet, on modifie, on fait beaucoup de choses. Édition et publication, là on fait un catalogue. Et bien sûr, là, j'invite aussi Nada qui s'occupe du catalogue en ce moment. Toutes les personnes que j'ai citées, vous êtes au cœur de ce pavillon, donc bien sûr, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment et apporter votre témoignage. Et quand je parle du catalogue de la publication, c'est très lourd. On gère les traducteurs parce qu'on fait de la traduction en arabe. L'histoire de l'art en arabe, c'est pas du tout évident. Je corrige tout, je regarde tout, je lis tout. Et je demande à tout le monde qui est dans cette équipe de lire, de donner son avis. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit très attentif à ce qu'on écrit, parce que c'est pour l'histoire et c'est pour le futur. Et donc, on gère aussi, j'ai dit, on a entre éditeurs et traducteurs 4. On gère les droits. On gère les droits également parce qu'on n'a pas les moyens de demander à quelqu'un d'autre de gérer les droits, c'est du temps. Donc à chaque fois qu'on a une image dont on a besoin, on appelle les musées, on gère les droits et Nada pourra en dire un mot si elle le souhaite. Ensuite, la réalisation, exécution, oui, là c'est un gros paquet. La réalisation et le choix de l'entreprise à Venise et le travail de la scénographie à Venise. La production, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Tout simplement, c'est énorme. Avec toutes les autorisations. Il faut savoir aussi que le pavillon libanais est dans l'enceinte de l'Arsenal. Il y a 2 sites très importants à la Biennale de Venise, qui est celui de Giardini et celui de l'Arsenal. Et nous sommes à l'intérieur de l'Arsenal et on est très liés par énormément de réglementations. Et énormément. Il faut demander des autorisations à la mairie, etc., ainsi de suite. Cependant, il faut être présent à l'Arsenal. Parce que c'est comme ça que tout le monde voit le Liban. C'est tout le monde, quand les gens viennent à Venise, ils achètent un billet pour la Biennale de Venise. Ça veut dire visiter les 2 sites, celui de Giardini et celui de l'Arsenal. Je profite ici pour tirer vraiment un signal d'alarme. Parce que le Liban n'a pas un emplacement permanent, comme d'autres pays. À chaque fois, on loue notre emplacement. À chaque fois, je me bats pour avoir un prime location dans l'enceinte de cet arsenal. Et cette année, c'était très difficile. Parce que la demande est de plus en plus importante. La demande, maintenant, il y a de plus en plus de pays qui souhaitent participer et qui souhaitent être à l'arsenal. Donc, c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de voir comment on souhaite que notre pays reste sur cette scène internationale. La régie, bien sûr, on fait toute la régie aussi en interne, tout ce qui est transport, assurance, communication. Pour la communication, nous avons 2 sociétés de communication, une qui s'occupe de l'Europe, des États-Unis, et Miros qui s'occupe du Moyen-Orient et du Liban.
Et Joumana est ici avec nous. Et je voudrais remercier Joumana pour sa présence parce que, en tant que Libanaise, je peux vous dire qu'elle prend à cœur ce projet et elle soutient le pavillon autant que nous. Merci, Joumana. Merci, madame, merci. Et puis après, la mise en place, sur place, à Venise, l'accrochage, la mise en place, etc. Donc voilà un peu une idée de toutes les tâches et j'en passe, vraiment j'en passe, parce qu'après il y a la réception des personnes qui viennent à Venise, la gestion des passes, il y a tout ça, donc il y a encore pas mal de choses. Donc, par là, ce que je souhaite dire, que finalement on est une petite quand même équipe opérationnelle qui gère tout ça, et donc l'équipe elle est multitâche. Et vous avez certainement compris, c'est la raison pour laquelle je suis obligée de faire en fait un management qui est agile, où on adapte tous les jours pour pouvoir avancer correctement dans ce projet. Le modèle du pavillon libanais, comment fonctionnons-nous? Il y a deux grands modèles de politique culturelle. On les connaît, le modèle français, à savoir la culture est un droit. On a droit à la culture, comme on a droit à l'éducation, comme on a droit à la santé. Et puis, il y a le modèle des États-Unis qui est basé plus donc, sur le privé, sur le mécénat, sur le fundraising, etc. Donc, un qui est sur... Pardon? À la Trump, oui. Oui. Absolument. Donc, un qui est soutenu par l'État et un qui est soutenu plus par le secteur privé. Et où se situe le pavillon libanais? À la croisée, comme toujours. À la croisée de ces deux modèles, parce que c'est un pavillon national. On présente l'État libanais. Alors, en même temps, c'est une association de droit privé et non pas de droit public, comme c'est le cas de l'Institut de France, qui gère l'Institut français, qui gère le pavillon français. Donc voilà du point de vue juridique, structure et le fonctionnement de ce pavillon libanais. Maintenant, on va aborder donc la culture et l'universalité. Comment on peut apporter, comment la culture peut être comprise en tant qu'universalité? Il y a deux façons de le faire. Universalité, c'est la culture, on sait que c'est du soft power. Qu'on le veuille ou pas, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, c'est soft, on va doucement, mais c'est un pouvoir. Et donc, la capacité, c'est la capacité d'un pays à exercer une influence dans le monde, mais non pas par la force économique et militaire, mais par l'attraction de sa culture. Et ça, c'est très important. Et on a de très grands modèles ici, aussi dans le monde. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit Louis XIV, tout le monde dit Versailles. Et le Versailles est très visité. C'est pour la vie, pour la renommée, pour l'histoire. Tout le monde connaît Versailles. Alors qu'on ne connaît pas en termes politiques qu'est-ce qu'il a fait exactement. Mais Versailles est là. Donc c'est par la culture que c'est très important. Et aujourd'hui, puisqu'on parle aussi, on a parlé de Trump, la culture américaine beaucoup est en train de prendre du domaine, parce qu'il y a les chansons américaines, il y a la nourriture, il y a tout ça. Donc la culture, on ne s'arrête pas à l'art visuel. La culture, c'est aussi tout ce qui est culturel, chant, danse, opéra, musique, cinéma, tout. Et pour ça, je peux dire que notre culture, c'est notre richesse, préservons-la, parce qu'on a tout, on a les chanteurs, on a les danseurs, on a les comédies musicales, on a tout ça. Il faut tout garder, il faut tout prendre en compte. Donc, et on a l'universalité par les thèmes et les concepts qu'on met en place dans le pavillon libanais. Culture soft power, quelques chiffres peut-être, ça nous permet de voir un peu plus clair. Il faut savoir que pendant les 7 mois du pavillon libanais, je mène une étude des visiteurs, pour savoir, voilà, comment vous trouvez l'exposition,
comment vous trouvez le texte de l'exposition, est-ce que c'est bien expliqué, l'éclairage, l'art, la scénographie, etc. Et en plus, après, on leur pose quelques questions plus spécifiques sur le Liban. Alors, on demande aux visiteurs s'ils avaient au départ prévu de visiter le pavillon libanais. 78% disent non. On n'a pas entendu parler. Et pourquoi vous avez visité le pavillon libanais? 60% disent parce qu'on l'a trouvé là à l'Arsenal. Donc l'emplacement, encore l'emplacement, c'est très important. On est là pour faire rayonner le Liban, donc on doit être au meilleur endroit. Alors, et on leur demande, est-ce que vous avez appris quelque chose après avoir visité le pavillon libanais? 60% disent oui, mais le plus important, c'est 75% affirment qu'après avoir visité le pavillon, ils souhaitent désormais visiter notre Liban. Donc c'est ça le rayonnement du Liban. Voyons maintenant, par rapport à l'universalité des thèmes. Donc, les thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant, c'était la fragmentation et les frontières, qu'elles soient géographiques ou sociales, à travers l'œuvre d'Ayman Al-Baki. C'était un pavillon très engagé politiquement. En face de lui, il y avait Daniel Arbid qui a projeté au fait une vidéo sur la monétarisation et les conditions humaines, tout simplement, les conditions des personnes de tous les jours qui cherchent l'argent, qui n'ont pas l'argent, le commun des mortels. Avec Mounir As-Salah, en 2024, c'était sur l'émancipation, l'égalité des genres, avec notamment une volonté de réécrire et corriger certains récits de l'histoire. Et ça, je peux vous montrer l'Europe. Et avec Nabil Nahas, aujourd'hui, on a la relation entre l'être humain et la nature. Mais on a également les questions de l'identité fluide. L'identité fluide, c'est un concept récent, contemporain, de 2010, et qui, bien sûr, donc ce sont des enjeux internationaux dont on parle dans notre pavillon. Et avec Nabil Nahas, on parle d'une identité culturelle fluide. Et en passant l'image, je vais vous expliquer comment ça s'exprime à travers son travail. Donc ça, c'était une vidéo de Allo Chéri de Daniel Arbid avec une mère qui est dans la voiture, qui appelle toutes les personnes qui lui donnent de l'argent. Vraiment, ça devient une course effrénée en quête de l'argent. Ça, c'est le Janus Gate de Ayman Al-Baki, une façade luisante, magnifique de construction, alors que derrière vit le gardien, le commun de Mertel. C'est la fragmentation de la ville de Beyrouth. Mais en même temps, la fragmentation sociale qu'on peut avoir partout dans le monde, même en Europe, ou bien même la fragmentation d'une ville, comme c'était le cas de Berlin, par exemple. Si je peux t'interrompre, c'est passé au pavillon libanais du musée national, cette installation, et je pense que celui de Mounira passera bientôt. En fait, absolument, on a ce pavillon libanais a été exposé au pavillon Saïd cette année. L'exposition a fermé le 10 janvier. Pour l'exposition de Mounira, encore, on est en train d'étudier. Et j'avoue qu'il faut à chaque fois lever des fonds pour pouvoir faire des expositions. Donc, voilà. Parce que pour les gens qui n'ont pas pu aller à Venise, j'espère qu'ils ont pu. Voilà. C'est pas la même chose. Non, mais l'idée de l'amener ici, c'était surtout de permettre aux personnes qui n'ont pas pu aller à Venise et surtout aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller à Venise, de voir ce que les étudiants, surtout aussi les étudiants en art, de voir ce que leur pays présente à l'étranger. Alors, oui, ça, je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu foncé peut-être, mais c'était une vue de l'ensemble à l'intérieur avec la scénographie de Aline Asmal-Damar. Le succès du pavillon libanais de 2022, je vous montre quelques photos. Le pavillon libanais a été, pardon, je vais lire ça parce que c'est petit, je crois qu'on était 60 ou 70 pays qui ont participé.
et 80 pavillons nationaux, 80 pavillons, et le pavillon libanais a été parmi les Massi Pavilions, les 10 premiers, dans les top 10. Voilà, un peu tout le monde a parlé du nom. Et c'était très important de voir que dans Art Newspaper, le premier jour de l'inauguration, Gary Harris a écrit un grand article sur le Massi Pavilion. Pour illustrer cette première page, il a choisi une seule œuvre. Et c'était l'œuvre du pavillon libanais de Ayman de Baalbek. Le pavillon, la Biennale de Venise de 2024, Monira Salah, là c'est une page de Financial Times. Il en était 90 pavillons nationaux et on était dans les top 5 pour le pavillon de Monira Salah. Voilà un peu, c'était le mythe d'Europe. Je vous montre ici les différents, une partie des articles. Voilà Europe, là je voudrais quand même vous parler un peu de cette princesse phénicienne Europe. Et ici, donc Monira a fait des dessins où elle s'est inspirée, c'était une grande installation de 41 pièces. Et il y avait un bateau phénicien comme ça au milieu du pavillon avec son voile. Sur son voile, elle a projeté une vidéo, c'était magnifique. On avait des masques, on avait des peintures, on avait des dessins. Donc, et des sculptures. Et donc, elle s'est inspirée de la mosaïque qui se trouve au Musée national et elle a fait ce dessin. On voit l'Europe qui est assise sur le dos du taureau qui l'enlève. Mais ce qui m'intéresse, et surtout de vous montrer ici, c'est comment Monira a interprété ce mythe. Monira a dit c'est un mythe qui a été écrit par des hommes pour des hommes. Mais ici, on est au XXIe siècle, je suis une femme, je vais l'écrire et l'expliquer à ma façon. Et finalement, voilà notre Europe. Alors, voilà notre Europe, finalement, c'est une Europe qui est forte. C'est une Europe, au fait, qui regarde le spectateur et elle le prend à témoin. C'est une Europe qui n'a peur de rien. Elle porte la tête, c'est elle qui porte le taureau et ce n'est plus le taureau qui la porte. Mais en même temps, elle est forte, elle est musclée, elle est forte. Entre les pieds, elle a un petit drapeau. Sur ce drapeau est dessiné un cœur. Et sous ce cœur, il y a le cèdre de vie. Parce que Europe est libanaise. Je voudrais vous montrer ces deux-là parce que la première, je la trouve trop sympathique. Surtout que Monira Salah, elle a beaucoup d'humour, elle est très poétique, elle pousse jusqu'à l'extrême. Et pour signifier qu'on est à Tyr, c'est là où on a trouvé le Merex, au fait, et le pourpre de Tyr. Comment elle fait? On sait que c'est grâce au chien qui a mordu. Et finalement, elle vient écrire ici, mais c'est pas un chien, c'est une chienne. Elle va jusqu'au bout, elle insiste jusqu'au bout. Ici, c'est la déesse du serpent qui est inspirée d'une sculpture qui se trouve au musée d'Héraclion. Pourquoi? Parce que le fils d'Europe, le fils aîné, il s'appelle Minos, et qui a donné naissance à la plus importante civilisation, c'est la civilisation minoenne, donc qui se trouve aujourd'hui. Ces pièces se trouvent au musée d'Héraclion. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une anecdote. Lorsqu'on a ouvert le pavillon libanais en 2024, bien sûr, en fait, on me dit, il y a Cheikh Al-Mayasa qui souhaite venir visiter le pavillon. On leur dit bien sûr. Et lorsqu'elle arrive, elle s'approche du pavillon, le protocole vient me voir, il me dit, Madame, vous pouvez s'il vous plaît la recevoir. Je vais à sa rencontre pour la recevoir. Elle me présente la personne qui l'accompagnait, qui était plutôt à côté d'elle, parce qu'il y avait d'autres personnes qui l'accompagnaient. Et c'était l'épouse du Premier ministre grec. Et l'épouse du Premier ministre grec, elle tombe sur ça et sur Europe. Et elle crie, c'est la Grèce, c'est la Grèce. Et Cheikh Al-Mayas est complètement perdu. Donc elle regarde, elle dit, mais où est-ce que je suis? Et tout le monde, les personnes qui l'accompagnent lui disent, non, non, c'est le Liban. Et donc je commence à raconter l'histoire d'Europe et lui dire que c'était une princesse phénicienne qui se baladait sur la plage de Tyr
et que Zeus, Zeus, le dieu du feu l'a vu, et comment pour l'attirer, il s'est transformé en beau taureau blanc, il s'est mis par terre, il a commencé à... Bref, elle s'est assise dessus et c'est comme ça qu'il l'a pris et qu'il l'a kidnappée jusqu'à la Crète et qu'il l'a violée. Donc c'est une femme kidnappée, violée, pourtant, Europe, elle est là. Et donc, je lui dis, mais voilà, et elle a engendré 3 garçons, et son fils aîné a donné naissance à la civilisation minoenne. C'est pour ça qu'il est là. Et donc, Cheikh Mayasa regarde l'épouse du premier ministre grec et lui dit, non, elle dit, elle est libanaise. Et je peux vous dire que moi qui ai étudié à l'école du Louvre et qui ai étudié à la Sorbonne, à chaque fois qu'on étudie l'histoire de l'art, on parle d'une mythologie gréco-romaine. C'est la première fois où moi j'ai écrit dans notre pavillon, c'est la mythologie gréco-phénicienne. Parce que c'est une mythologie à la base qui est phénicienne. Et c'est Alexandre a très bien compris que pour effacer un peuple, il faut prendre sa culture. Et c'est ce qu'il a pris. Il a englobé nos dieux dans le panthéon grec. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans ce panthéon grec. Et pas seulement ça. Il faut savoir que Europe, quand elle a été kidnappée, elle pleurait. Donc elle pleurait, moi, la princesse de Tyr, moi violée, moi kidnappée. Oh mon Dieu, elle se lamentait sur son sort. Elle voulait tuer ce taureau qui l'a kidnappé. Et là, Vénus la voit et lui dit, mais arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Un continent en entier prendra votre nom. Et c'est le continent européen. Donc voilà, c'est la mythologie. Et c'est donc ça c'est l'intérieur du pavillon libanais à la Biennale d'art de Venise. Et le pavillon libanais, c'est le rayonnement du Liban. On est en Europe. Encore, on est en Europe. Le pavillon libanais, c'est une photo au musée Bonenfaten à Maastricht. Donc c'est une exposition qui a lieu jusqu'à 11 janvier 2026. Aujourd'hui, notre pavillon se trouve au musée Arnolfini à Bristol et il est là jusqu'au 24 mai 2026 dans le cadre d'une expo de Mounir. Donc là, je voudrais vous montrer une photo en fait, des œuvres du pavillon du Liban à la Biennale de Venise de 2026. Et ça va être un pavillon qui célèbre la fraternité. Et c'est un pavillon, au fait, dont le message est l'unité dans la diversité. Mais comment on fait ça à travers l'art? Nabil Nahas a su vraiment opérer, grâce à un langage artistique, une belle fusion entre toutes les civilisations et les héritages qu'on a au Liban, à savoir l'héritage gréco-romain, judéo-chrétien byzantin et islamique. Il a opéré ça dans un langage artistique très fort et c'est ça qui fait la force de ce Liban. Parce que le Liban est un carrefour de civilisation et c'est à travers ce langage qu'on montre une identité fluide, une identité dynamique, une identité qui est ouverte vers l'autre et qui est là pour dialoguer avec l'autre. Donc c'est ça le thème du pavillon libanais de cette année. Et enfin, en fait, je voudrais quand même là vous dire quel est le but quand je travaille le pavillon libanais. Qu'est-ce que je cherche en fait? Ce que je cherche surtout, c'est de placer ce pavillon au cœur de l'histoire de l'art. Ce n'est pas juste une exposition, il faut qu'on soit dans l'histoire de l'art, d'un moyen ou de l'autre. Je suis ravie de savoir que Ayman Baalbaki, il y a une étudiante du musée de l'université de Cologne qui a fait une thèse sur lui. Ça m'intéresse, oui. Mounira Salah qui fait le tour de l'Europe, ça m'intéresse aussi, oui. Et donc, pour cela, on prépare, on écrit. Et pour chaque catalogue, je demande à des historiens, je demande à des conservateurs du patrimoine qui sont des collègues aussi. Je leur demande d'écrire des essais à des personnes qui ont une certaine notoriété dans le domaine de l'art. Je leur demande d'écrire donc des essais.
Et je voudrais juste, je cherche, pardon, pour vous lire ce que Emilia Filippo a écrit. Alors, pardon, excusez-moi. Je vais pouvoir vous le lire ici, parce que je ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Et ici, c'est petit. Ah non, pardon, je vais aller en arrière. Donc, elle a comparé l'installation, elle a suivi le projet artistique, elle a comparé l'installation de Nabil Nahas, qui est une installation immersive, à celle de Monet, les nymphéas de Monet qui se trouvent, on connaît tous les nymphéas de Monet qui se trouvent au musée du jeu de pommes, qui sont dans une pièce elliptique. Et donc, elle a travaillé au musée du jeu de pommes et aujourd'hui, actuellement, elle est chef du département scientifique et des collections au musée Rodin. Et donc, elle parle d'André Masson qui a écrit sur cette pièce, sur ce chef-d'œuvre, en disant que c'est une Sixtine de l'impressionnisme. Et elle, ce qu'elle a dit du pavillon libanais, elle dit au sein du pavillon libanais, Nabil Nahas perpétue aujourd'hui cette aspiration en réalisant une nouvelle Sixtine où la peinture, véritablement vivante, offre au regard un espace de contemplation et de méditation des beautés et des mystères de l'univers. On ne ressort pas indemne de cette expérience, tout à la fois révélation, communion et réconciliation. C'est ce qui vous attend à la Biennale de 2026. Je vous remercie. On ouvre des questions. Absolument. S'il y a des questions. Moi, je veux juste Naïla, ce qui est important, ce n'est pas votre ville, mais c'est quand même une ville phénicienne. Le 23 s'ouvre à Lima une exposition qui s'appelle Biblos éternelle. Ma ville natale. Voilà. Et je sais parce qu'on a donné des fonds et que je pense que ce sera très important pour nous Libanais d'être présentés sur ce jour-là, surtout en ce moment. Oui, Voilà. merci. Vous faites Madame ce que vous Chalabi. voulez. Je veux vous remercier vraiment pour cet exposé et je suis très heureuse de vous avoir rencontré aujourd'hui. Vraiment. Et je voulais parler justement, je m'attendais, j'ai tout laissé de côté, je suis venue pour voir comment vous allez exprimer la Phénicie. Donc, c'est très bien fait, bravo, je vous félicite, mais je vais vous dire une idée que j'ai en tête depuis des années, depuis de grandes années, mais que je n'ai pas réussi à mettre en place. Peut-être on pourrait le faire, j'en ai parlé récemment au Louvre de ça. Faire une exposition sur le mythe d'Europe, l'enlèvement d'Europe, mais en disant Europe, fille de Tyr. Oui. Le titre de l'exposition doit être Europe, fille de Tyr. Et j'avais demandé il y a quelques années à une étudiante qui voulait faire un master de travailler sur ce mythe et de voir dans tous les musées du monde qu'est-ce qu'il y a comme œuvre sur le mythe de l'enlèvement d'Europe. Ouais. Et j'ai ce document donc, qui est fait depuis une dizaine d'années et j'ai chez moi déjà une grande collection sur le mythe de l'enlèvement d'Europe. Des peintures, des sculptures, des machins en bronze, en peinture, de tout. Et ce mythe, je crois, n'est pas compris jusqu'à ce jour. Des Européens même, des Grecs, j'ai beaucoup de contacts en grec, et avec une des anciennes ministres de la culture grecque aussi, je ne sais pas si c'est le même, sur le sujet de les contacts entre les villes phéniciennes et la Grèce. Et pour dire d'Alexandre, je le déteste. Moi, je ne c'est pas du tout. Les Grecs ont volé beaucoup de choses, se sont appropriés beaucoup d'éléments de l'époque phénicienne. Donc, et Alexandre, quand il a fait
quand il a voulu visiter, pas visiter, mais conquérir les villes phéniciennes, c'était pour se débarrasser d'elles et de se tourner vers la Grèce. Oui. Donc, à Tyr, parce que Tyr lui a résisté, il a démoli Tyr et il a crucifié sur la plage de Tyr 3000 Tyriens. Comment Tyr a osé lui résister? Oui. On ne savait pas. Oui, ça, personne n'en parle. Donc, pour moi, Alexandre, malgré toutes ses qualités exceptionnelles, il a beaucoup de défauts. mais il a... Donc, avec Tyr, ce n'était pas du tout l'homme Oui. qu'on peut Il y a peut-être une Oui, collaboration. bien sûr, on peut regarder ça ensemble parce Voilà. qu'en fait, on peut Voilà. voir comment on Jamais. perpétue le mythe d'Europe aujourd'hui à travers au fait, les différents sujets qu'on traite. Bien sûr. Et j'en ai parlé à l'Institut du monde arabe et au Louvre de cette idée. Et je travaille là-dessus, je ne lâche pas. Mais on peut... Ensemble, on peut Avec grand concevoir, plaisir. bien sûr. Exactement. Bien sûr, Exactement. avec grand Lina. plaisir. C'est une question technique. Vous avez dit que vous êtes en train d'essayer de faire du pavillon libanais, d'avoir une place permanente. Oui. Quels sont les critères. les défis Oui. et comment le faire, comment y arriver? En fait, pour avoir un emplacement permanent, il faut être présent tous les ans à Venise, à savoir faire l'architecture et la peinture, les deux. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut payer le loyer tous les ans, parce que nous, on paye un loyer. Et j'ai parlé au fait un peu de notre modèle. C'est un pavillon qui est à 100% financé par des particuliers, à 100%. Même les États-Unis, je veux dire, leur pavillon, ils n'ont pas de ministère mais leur pavillon est financé par des fondations. Nous, c'est vraiment des personnes, des particuliers qui financent. Il faut savoir que c'est grâce à leur amour pour ce pays qu'ils le font, parce qu'en contrepartie, ils n'ont rien en contrepartie. Il n'y a pas de déduction fiscale, il n'y a rien. Donc, et il faut qu'on arrive à faire aussi à ces personnes, à les distinguer quelque part, parce qu'on ne peut pas, c'est pas normal. Ça fait, depuis 2026, ça fait 6 ans, 3 des éditions exécutives qu'on est là. Mais pour pouvoir continuer, il va falloir réfléchir à une dame, à un fonds qui permet de faire fonctionner et de dire on va pouvoir garder le Liban sur la scène internationale. Si je peux me permettre. Vous avez fait un pavillon. En 2013, on a eu accès à un très bel espace de 400 mètres au milieu de l'Arsenal qui était vraiment l'axe entre les deux parties de l'Arsenal. Et la Biennale avait besoin d'argent. Donc ils nous disent, si vous pouvez lever 2 millions de dollars qui seront le loyer de 20 ans, de 10 biennales à l'avance, parce que vous les payez. Parce que, en fait, maintenant, c'est encore plus cher que 200 000 euros. Parce que, dans le temps, on nous disait, donnez-nous l'argent, on vous donne cet emplacement. On a essayé de lever les fonds pour secure cet emplacement pour 20 ans. Parce que malheureusement, et le Liban, bien sûr, le gouvernement n'a aucune vision volontaire. Et il n'y a pas de structure privée, à part cette Lebanese Visual Art Association et quelques autres qui essayent de voir une certaine permanence au long terme. C'est toujours le privé. Et aujourd'hui, il y a des pays comme l'Arabie, comme les Émirats, comme le Qatar, qui viennent en force et il n'y a pas beaucoup d'espace à Venise. Donc, ils sont prêts à payer, il n'y a pas juste de jeter des fleurs à Nadabas, qui fonctionne avec des budgets qui font entre 4 et 6 fois le budget avec elle opère et elle réussit probablement à faire beaucoup plus de visibilité. Merci. Bravo, bravo. D'autres questions? Je voudrais juste ça, comment elle s'appelle? Sandra ont quand même fait un merveilleux pavillon libanais. En quelle année c'était? En 2007. En 2007. C'était le Magnifique, premier. avec des artistes qui sont tous aujourd'hui plus que reconnus, importants. Avec le soutien, grâce au soutien de Naïla Kamel. Je voudrais juste rajouter
que la Lebanese Visual Art Association, à ma connaissance, est la seule association qui travaille aujourd'hui sur l'image du Liban à l'international. Nada, mais pourquoi c'est pas tax deductible? C'est-à-dire si moi je vais... En fait, c'est taxe déductible en Liban, France. il y a- Mais bien sûr. à Dubaï non Liban, plus. là, ma fille, ça- Et à Là, Dubaï. si tu as de la diaspora, c'est-à-dire... En fait, oui, on peut donner une déduction fiscale en France, absolument. En France et aux États-Unis, absolument. Voilà, non, en fait, vraiment, on a une très belle Ici, il faut rendre des structure. comptes. On rend On des a comptes. l'association, il Oui. faut rendre des comptes. On rend des Bien comptes. sûr. Bien sûr, c'est pour ça que je dis parmi les tâches, j'en passe tous les travaux qu'il y a à faire. J'ai une personne spéciale juridique et fiscalité au fait pour l'association. Donc, en fait, il faut savoir que cette association, je l'ai créée en 2000 pour le premier pavillon parce que je ne sais pas travailler autrement. Je ne sais pas travailler s'il n'y a pas une structure juridique claire et nette. Je viens encore une fois du secteur public, c'est ce que je sais faire. Et je pensais faire le pavillon une seule fois. Mais la deuxième fois, je l'ai faite parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en me disant « Écoutez, si vous êtes là, on aimerait bien vous aider. On a vu le travail qui a été fait, les donateurs étaient contents. » D'un autre côté, la Biennale de Venise, vous savez tous que la Biennale de Venise, il faut être invité. C'est comme les Jeux Olympiques, pas pour l'art, mais le Liban dit je voudrais participer, mais après il faut que la Biennale l'invite. Non, il ne pourra pas participer. Et la Biennale de Venise est venue vers moi en disant mais revenez l'année prochaine quand même, revenez. Et c'est là où je commençais à me demander mais qu'est-ce que je fais? C'est beaucoup de travail. Donc je me suis retournée envers mon équipe en leur disant mais qu'est-ce que je fais? Vous êtes là, vous marchez, on y va. Et c'est comme ça qu'on y va. Et en 2024, toutes les personnes qui sont venues à Venise se sont rendues compte que finalement, ils ont fait quelque chose pour le Liban. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit, on se rend compte maintenant de la place qu'on a donnée à notre pays, ils étaient ravis. Mais quel rôle pour le ministère de la Culture? Administratif. Ils nous donnent même pas, en fait, ils nous donnent les documents nécessaires pour présenter le Liban. Sans ces documents-là, on ne peut pas être à Venise, on ne peut pas opérer. En fait, c'est l'Institut français et l'organisateur, l'opérateur du pavillon français à la Biennale de Venise. Et c'est un établissement public, de droit public, qui travaille, en fait, qui a son budget qui vient du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères. D'accord ? Donc, et après, bien sûr, ils complètent parfois, ils ont besoin aussi de compléter, ça dépend du projet. Et nous, je peux considérer qu'aujourd'hui, quelque part, la Lebanese Visual Art Association est l'opérateur aussi du pavillon libanais, parce qu'on a un contrat qui est signé avec le ministère de la Culture. On a un contrat qui prend en charge toutes les dépenses, qui garantit. Je garantis au ministère que même si je ne lève pas les fonds, ce pavillon aura lieu. Je garantis, ben oui, bien sûr. Je garantis aussi qu'il y aura un prime location à l'Arsenal. Je garantis aussi que ça sera un projet d'un niveau international. Donc on fait tout ça, mais dans le cadre privé. On est vraiment privé. Nathalie. Est-ce que le pavillon libanais sera éventuellement exposé au Liban après la Biennale, comme on l'avait fait avec Zad Mouta dans le temps, musée Soursoc, et comme on l'avait fait aussi pour la Biennale d'art d'architecture depuis quelques années à Beyrouth, ici. Oui, Est-ce qu'il y a un projet d'exposer le pavillon libanais? En fait, voilà, l'année dernière, j'ai écrit au pavillon Saïd. À l'inauguration du pavillon Saïd, j'étais là et j'ai parlé avec Lama. Et j'ai demandé à Lama Slam. Et j'ai demandé à Lama, je lui ai dit, ça sera bien quand même d'avoir les pavillons, un retour des pavillons libanais dans cet espace parce que ça fait partie du musée national. Et donc, je leur avais écrit en leur proposant, de faire revenir tous les pavillons ici parce que c'est bien
que justement, moi, je réfléchis toujours en termes aussi d'étudiants, de jeunes, qu'il faut qu'ils voient absolument, parce que l'art visuel, c'est le regard. Il faut former l'œil, il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils voient. Donc, il faut ramener ces pavillons. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la série de Al-Bondoukria, min Al-Bondoukria ila Beyrouth, de Venise à Beyrouth, par le premier pavillon du Liban qui a été exposé chez eux, c'était le pavillon de 2022, excusez-moi. Et là, actuellement, ils exposent le pavillon d'architecture de 2025. Oui, dont Chérine, la petite fille de Joumana, fait partie. Voilà. Oui. Alors, vous allez l'exposer au pavillon à Saïd. Donc tout ça, tout ça, c'est une question de budget. Parce que, comme vous savez, le pavillon Saïd est là pour aider le pavillon national. Donc il faut qu'on amène notre exposition avec notre budget. Voilà, on ne peut pas venir. En fait, rien n'est décidé jusqu'à présent. Toujours il y a une question, un point d'interrogation là-dessus. Non, la décision est que chaque année, ils reprennent l'art et l'architecture. Anne-Marie, tout est une question de budget. Est-ce qu'on peut transporter les œuvres? Anne-Marie, merci, Nada. Et je ne savais pas que vous étiez à l'origine de cette nouvelle initiative au pavillon de Saïd. Donc c'est très important, effectivement, que toutes ces expositions qui sont faites à l'international paraissent au Liban. On a toujours l'impression que tout se fait pour l'étranger parce qu'on a, par manque de financement essentiellement, les choses ne se montrent pas. Comme par exemple les dernières fouilles de Byblos, qui sont exposées aujourd'hui, qui vont être exposées à Lima, qui ont déjà été exposées à Leiden, en Hollande, alors que le Liban n'a pas rencontré, n'a pas eu l'occasion de voir ces nouvelles découvertes. Donc, dans ce sens, merci beaucoup d'exposer à la Fondation, au pavillon Honorable Saïd, parce que c'est une occasion pour les Libanais de découvrir ce qu'ils n'ont pas l'occasion et la possibilité de voir ailleurs. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Joumana, intervenir. Moi, avant tout, je voudrais remercier Nada surtout pour sa confiance. Depuis 2022, on gère la communication au Liban et dans le Moyen-Orient et les réseaux sociaux du pavillon. Et c'est vraiment un vrai plaisir de collaborer avec Nada et avec toute l'équipe, Dania et Chérine et toutes les personnes impliquées, parce que c'est vraiment une passion, un engagement et avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de commitment par rapport à toute cette équipe. Et vraiment, et le motto, c'est vraiment de faire rayonner le Liban partout dans le monde. Et c'est ça notre souci et le motto que Nada a placé pour le pavillon du Liban. Voilà. Je voudrais juste rajouter que c'est une très belle aventure humaine avant tout, entre des Libanais. Bravo, bravo. Moi, je voudrais remercier Madame Randour et Madame Ahmed. Je voudrais remercier chacune. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à un exposé aussi administratif. J'avais pensé que mes rêveries s'étendraient au-delà de la chose inerte qui est le processus administratif. Mais vous avez provoqué deux problèmes. Un, le financement et le sponsorship. Il faut l'organiser. Il faut l'encadrer par la loi dans un cadre juridique que le ministère de la Culture devrait prendre en main. Il faut réunir tous les acteurs de ce domaine absolument immense qui est celui de la culture, pour que
le sponsorship soit encouragé, qu'il soit réglementé, qu'il soit défiscalisé, pour que nous puissions demander par exemple aux banques, aux institutions, aux universités d'intervenir. C'était ma question. Non, c'était ma question au ministre à 2 reprises. Je vous dire tout simplement qu'il faudrait créer ce cadre et lui donner une ossature réglementaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, vous avez au moins soulevé cette question majeure qui est la culture. Et la deuxième idée que vous avez provoquée, c'est la réaction de notre ami Maher Khalil Chalabi. Et ce que vous avez évoqué à propos d'Alexandre, et qui a été repris et ajusté. Et je voudrais vous dire une chose, si j'étais un autre, si j'étais dramaturge, si j'étais écrivain, je vous proposerais d'écrire une pièce qui s'intitulerait Europe, le procès d'Alexandre. Je vous remercie.